Bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à notre communication Le genre et les violences criminelles vécues en contexte sectaire, l'expérience d'anciens membres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Céleste Gauguin, qui est étudiante à la maîtrise en sciences sociales. Puis la majorité, l'ensemble des données qu'on va vous présenter, des résultats de recherche, proviennent de ces entrevues qu'elle a faites pour sa thèse de maîtrise. Donc, on est vraiment chanceux de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, moi, c'est Marie-André Pelland. Je suis aussi présidente du conseil d'administration d'InfoSec. Et on se rencontre aujourd'hui en raison de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels de 2025 financée par Justice Canada. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment, le but de la présentation, c'est de comprendre les effets des définitions de genre dans les groupes sectaires sur l'expérience de violence à partir du vécu d'anciens membres de communautés patriarcales. Donc, on n'ira pas voir le vécu de tous les groupes sectaires, mais principalement des groupes qui se reconnaissent comme ayant un mode de vie où l'homme est dominant et la femme est dominée. C'est un pouvoir masculin. Exactement. Donc, on va présenter les concepts théoriques importants pour comprendre l'expérience des anciens membres. Par la suite, on va ressortir nos résultats, donc les définitions de genre qu'on a observées dans le groupe, le continuum des violences qu'on a vues dans les groupes sectaires, puis on va saisir les personnes qui ont eu recours à ces violences-là pour contrôler d'autres personnes. Puis, le cas échéant, on va reconnaître les effets de ces violences-là sur les personnes que Céleste a rencontrées. Euh, On veut un peu définir ce qui est quand même un groupe sectaire. J'ai quand même une idée que beaucoup de vous savez probablement c'est quoi un groupe sectaire, mais en faisant ma recherche pour ma thèse et quand même le temps mis dans ça, on a décidé quand même vous donner un peu un aperçu vite, si vous voulez, sur qu'est-ce que les composants quand même constitutifs qui revient souvent dans plusieurs définitions des groupes sectaires. Fait qu'on a souvent la caractéristique du leadership ou les figures d'autorité si c'est pas nécessairement un vrai leader dans le groupe. On a aussi souvent des stratégies de contrôle qui se retrouvent à plusieurs instances dans les groupes sectaires. Puis, on a aussi le fonctionnement du groupe comme tel. Comment ça se distingue d'un groupe typique, si vous voulez. Comment est-ce que le groupe fait pour fonctionner en leader et membre ou leader et adepte. En fait, ce que tu vas présenter, Céleste, c'est vraiment les caractéristiques communes Oui, que les chercheurs mentionnent comme étant des caractéristiques associées à la notion de groupe sectaire. exactement. Fait que, en premier, on va parler un peu du leadership comme tel. Fait que, il y a plusieurs différentes définitions lors du leadership qui se rapportent. Bani Sadia va dire qu'un leader a souvent un ego enfantin. Zellers et Deflin vont souvent mentionner que le leader a un genre de narcissisme malin, si vous voulez. Mais Derek Bourg et Weber définissent ça un peu différemment pour dire qu'il y a deux variations, si vous voulez, de leadership. Tu as ton leadership charismatique prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir, si vous voulez, qui a des qualités exceptionnelles, différentes de les autres personnes du groupe. Puis souvent, ça peut être, tu sais, il peut dire il est capable de guérir quelqu'un, il a une intuition, pas comme quelqu'un d'autre, il est capable de savoir des choses que personne d'autre soit dit ou pense. Souvent, son caractéristique charismatique sort d'un côté, apporte quand même une confiance, si vous voulez, exceptionnelle aux personnes, versus ton leader charismatique ou bureaucratique, si vous voulez. C'est moins ce importance-là à la prophétie, si vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mais c'est vraiment basé plutôt sur les fonctions et non la personne comme telle. Donc, oui, donc le leader, lui, d'un groupe charismatique, prophétique, c'est les membres qui lui donnent ce pouvoir-là. Exactement. Tandis que le leader charismatique, dans sa fonction, c'est uniquement le titre qu'il porte qui lui donne un charisme ou un pouvoir, là. Il n'y a Mhm. rien de spécial en lui autre que la position qu'il occupe. Exactement.
Lorsqu'on parle des stratégies de contrôle, un peu comme on a mentionné au début, euh, les groupes sectaires avaient pas leur propre fonction envers les stratégies de contrôle. Lalish et McLaren vont essentiellement créer le concept de le choix contraint ou le bounded choice, qui nous suggère qu'il y a quatre composants importants qui font en sorte que ces stratégies de contrôle-là sont renforcées dans le groupe. Fait qu'on a le système de croyances qui transcende le quotidien. Tout ce qui est le quotidien, comment ça fait pour jouer un rôle en raison avec le système de croyances. On a l'autorité charismatique ou le leader. On a le système de contrôle, puis le système d'influence. Le système d'influence peut devenir de eux-mêmes, aussi devenir des autres membres, ou même un peu le leader. Avec Hassan, Stephen Hassan crée le modèle BITE, le BITE Model, qui est essentiellement les genres de stratégie de contrôle qui est divisé en quatre concepts, soit behavior ou des comportements, comment se fait pour contrôler les comportements. L'information, comment est-ce que l'information est filtrée, contrôlée en passant à travers des mondes. Thought ou la pensée, même chose, comment est-ce que le contrôle fait pour faire une personne essentiellement penser telle et telle chose versus de quoi d'autre. Et émotif, même chose. Donc, Le contrôle. il y a certaines émotions qui sont permises dans le groupe, d'autres qui ne sont pas permises, par C'est exemple. exactement ça, merci. Lorsqu'on regarde le fonctionnement du groupe, c'est sûr, il y a certains fonctionnements qu'on s'aperçoit beaucoup plus que d'autres, mais on a quand même qualifié 5 grosses caractéristiques, si vous voulez, qui est quand même très commun dans ces groupes sectaires-là. Fait que ces groupes ont souvent une vision du monde clivée, soit le bien ou le mauvais. Le groupe est souvent bien, le reste est mauvais. La séparation entre le eux et le nous, ça c'est renforcé par la vision du monde clivé. La structure hiérarchique, le leader premier et tous ceux qui viennent avant, souvent à la fin, c'est les femmes et les enfants, souvent. Tu as aussi l'importance de la loyauté. Il n'y a rien de plus important que le groupe comme tel. Le groupe vient avant la famille. Puis tu as aussi le système de surveillance. Fait en raison que la loyauté, c'est important que ça, tous les membres regardent pour s'assurer que le groupe devient essentiellement la meilleure fonction possible, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils s'assurent de se surveiller entre eux tout le temps puis de rapporter leur comportement. Tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. Euh, L'abus spirituel, c'est un concept qui est arrivé, disons, dans les 20 dernières années, mais qui est beaucoup plus utilisé présentement dans les 5 dernières années. C'est une violence psychologique ou symbolique qui touche l'âme et les aspects les plus intimes de l'être, selon Langoni et Ward. Ce type d'abus-là se passe, et c'est souvent associé comme naissant dans une organisation religieuse, mais Rutkowski, qui a fait ses travaux sur l'abus spirituel, elle nous parle beaucoup des formes de contrôle, puis elle introduit des formes de contrôle qu'on a moins introduit quand on étudie les groupes sectaires. Je crois qu'ils sont importants pour comprendre le vécu des anciens membres dans les groupes sectaires plus patriarcaux. Donc, par exemple, c'est être accepté dans le groupe uniquement sur le fait de notre performance. Donc, si on respecte le modèle introduit par le groupe, si on est conforme, là, on va être aimé dans le groupe, on va être accepté. Tandis que si on dévie un peu de cette norme-là qui nous est imposée, on peut être sanctionné, mais on peut être puni, on peut être isolé. L'autre élément important, c'est l'obéissance obligatoire à l'agresseur. Donc, toutes ces personnes d'autorité-là qui vont utiliser une violence envers nous, le groupe va nous enseigner à les respecter. Donc, on va avoir une difficulté à les dénoncer, à faire un dévoilement sur des violences qu'on va subir parce qu'ils ont un statut tellement important dans le groupe. Hein, le but de la semaine des victimes d'actes criminels, c'est donc de s'interroger quel genre de criminalité est commise dans les groupes sectaires. Quand on regarde tout ce qui est les groupes qui se sont retrouvés ou des membres qui se sont retrouvés devant les tribunaux, ou parfois même des rapports institutionnels qui ont été rédigés sur des situations qui sont arrivées dans des groupes sectaires,
ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité de violences qui sont commises dans les groupes sectaires. Il y a de la violence à caractère sexuel, il y a des violences physiques, du harcèlement, il y a quelques meurtres et tentatives de meurtre. Il y a des refus de traitements médicaux, ou par exemple la pratique illégale de la médecine ou de la négligence criminelle. Donc, en offrant un traitement, il y a quelqu'un qui peut perdre la vie, par exemple. Dans quelques groupes, on a vu le trafic de substances illicites ou même la consommation de substances illicites, des fraudes, de l'exploitation financière, puis de la confrontation avec les représentants de l'État. Naturellement, vous allez dire, ben oui, dans cette liste-là de crimes qui auraient été commis par certains anciens membres, par des membres, je veux dire, on ne parle pas beaucoup du genre, hein? Ben, la notion de genre dans ces rapports-là n'est pas beaucoup abordée. Puis, l'autre élément, vous allez dire, oui, mais on vient de parler de contrôle psychologique, de coercition, mais dans les écrits scientifiques, il n'y a jamais, dans ces écrits judiciaires-là ou dans les rapports, bien qu'on parle tout le temps que dans un groupe sectaire, on est victime de coercition psychologique ou physique, il n'y a pas personne qui a été condamné pour de la violence coercitive parce que ce n'est pas illégal au Canada, mais tout le monde parle de cette situation-là sans qu'il y ait de condamnation. Puis évidemment, la question du genre n'est pas si importante que ça dans ces rapports-là. Donc, d'où l'importance pour nous d'en parler aujourd'hui, puis de parler de la question de l'abus selon le genre. Naturellement, il faut se questionner. Dans les groupes sectaires, la notion de sexe et de genre, c'est des synonymes. Dans la réalité, on peut voir ces définitions-là comme sur un continuum, c'est-à-dire au niveau du sexe, ben, il y a des différences biologiques, des différences au niveau des organes reproducteurs, de la taille du corps, du développement musculaire, des hormones, ce qui va faire en sorte que on peut être être reconnu à la naissance qu'on aura un sexe masculin, féminin, mais aussi on peut être incapable de déterminer notre sexe à la naissance parce qu'on a les organes génitaux des deux sexes. Donc, la question, c'est, on peut se retrouver sur un continuum aussi. Le genre, lui, c'est pas du tout biologique, c'est beaucoup plus attribué par le social. Donc, c'est les attendus, les rôles sociaux qui sont attendus de nous par le genre qui nous est assigné socialement. Ça peut être les vêtements, le salaire, les responsabilités liées à la garde des enfants. Souvent, selon McKinnon, c'est enraciné dans les inégalités. Et ça va se retrouver aussi sur un continuum. Ce qu'il faut toutefois penser, c'est que dans les groupes sectaires, puisque les données de Céleste m'ont démontré, c'est que les définitions de genre ne se retrouvent pas du tout sur un continuum. Il faut que tu sois soit un extrême à l'autre. Tu es un homme ou une femme, tu n'es pas rien d'autre. Donc, on va avoir une définition, la définition biologique puis la définition sociale dans les groupes sectaires va souvent être similaire. Tom Alain, qui, elle, étudie l'abus spirituel puis le genre, va nous dire que l'identité de genre, qui est l'expression, illicite à la naissance, va avoir une convergence vers une définition naturalisante en contexte sectaire. Donc, dans le contexte sectaire, on va se trouver avec des définitions binaires et hétéronormatives. Donc, on ne se questionnera pas. Est-ce que ton identité de genre, ton expression de genre, ton sexe biologique se trouve au même endroit? On n'aura pas ces questions-là. Il n'y a pas d'interrogation ce que c'est être une femme, ce que c'est être un homme. Il y a des rôles vraiment enracinés dans ces groupes-là qui imposent des trajectoires de vie aux personnes. C'est pour ça que nous, on va utiliser la violence basée sur le genre, la notion d'abus basée sur le genre dans notre présentation aujourd'hui, et non pas d'une notion qu'on entend beaucoup plus souvent de celle de violence basée sur le genre. Parce que Belknap, qui a étudié ce concept-là, va nous dire que bien que plusieurs formes, presque toutes les formes de violence sont abusives, mais ce n'est pas toutes les formes d'abus qui sont violentes. Donc, elle croit qu'utiliser la notion d'abus basé sur le genre est beaucoup plus inclusive d'une variété de comportements,
C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on va prioriser cette notion-là. Puis ce qu'elle nous dit, c'est qu'on les retrouve, ces formes de violence-là, dans toutes les sociétés. Puis ça vise à contrôler et punir la non-conformité au rôle de genre traditionnel. Il y en a une variété de formes de violence, de violence basées sur le genre ou d'abus basés sur le genre. Donc, ça peut être les violences à caractère sexuel, le harcèlement, l'attouchement, l'agression, la coercition sexuelle, puis la vengeance par la pornographie. On va avoir les violences liées à la sexualité et à la reproduction. Donc, des avortements bâclés, légaux ou illégaux, des stérilisations forcées ou contraintes, des grossesses ou accouchements forcés. On va avoir des atteintes à l'intégrité, des mutilations génitales, des meurtres d'honneur, des infanticides, de la prostitution forcée, des mariages forcés ou de la pornographie. Des violences aussi envers les personnes des communautés LGBTQ+. Donc, pensons de l'hostilité ou de l'insensibilité liée à l'identité de l'expression ou à l'expression de genre, ou des crimes de haine motivés par l'homophobie ou la transphobie. Et on a aussi de la maltraitance des personnes âgées, comme la menace, l'exploitation financière, voire même la violence à caractère sexuel. Donc, vraiment une diversité de comportements, mais la conduite vise principalement une chose. Bien, plusieurs choses, mais elle a un but précis, là, direct. Restreindre la place des femmes et des filles dans la société. Limiter et réduire leur qualité de vie. Maintenir les femmes sous le contrôle des hommes. Accroître le pouvoir des agresseurs tout en affaiblissant celle des survivantes. Donc, vraiment, ça impose une place aux femmes. Et ça, dans les groupes sectaires, ça arrive dans les communautés qu'on va dire patriarcales, mais on peut réunir un ensemble de concepts autour de ça. Donc, dans les groupes sectaires, on va avoir une philosophie naturalisante. Ça veut dire qu'on va considérer le genre comme étant celui qui est attribué à la naissance. Donc, les qualités des femmes, c'est lié à leur appareil reproducteur. Puis, les hommes, eux autres, ben, c'est lié à leur force, par exemple. Donc, à leur biologie. Les contrôles sociaux, donc les règles dans le groupe, vont être aussi liées au genre. Parfois, on peut même émerger la culture de la pureté dans certaines communautés. On peut voir apparaître aussi l'empathie, le sexisme et la misogynie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait un climat dans lequel la communauté patriarcale met en place un climat social, juridique et politique qui va valoriser la domination et la hiérarchie masculine. Donc, les positions de pouvoir sont toutes détenues par des hommes. L'idéologie patriarcale repose sur la croyance que la nature des femmes est biologiquement et non culturellement déterminée et que les lois sont élaborées d'un point de vue des hommes conformément à leur expérience. La culture de la pureté, ça peut être vraiment importante dans les groupes sectaires, mais ça peut varier d'un groupe à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier chaque groupe pour vraiment comprendre les normes, pour savoir, dans l'image précédente, qu'est-ce qu'ils ont intégré dans leur culture patriarcale spécifiquement. Donc, la culture de la pureté, c'est une culture qui va mettre une valeur sur la virginité, la conformité sexuelle. Ça va vraiment mettre l'emphase sur la pureté comme un produit séduisant. Ce n'est pas une quête spirituelle, c'est vraiment, on va valoriser le contrôle de la jeune fille jusqu'à son mariage. Et ça peut même arriver dans certains groupes, selon Allison, à justifier les abus sexuels contre les jeunes filles. Mann va nous dire qu'une culture patriarcale, c'est aussi une culture sexiste et misogyne. Donc, la misogynie, ça veut dire quoi? Ça donne des justifications d'hommes patriarcales. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aller voir dans la philosophie du groupe, qu'est-ce qui justifie la violence contre les femmes? C'est quoi le discours qu'on utilise pour dire c'est un comportement normal d'utiliser de la violence dans ces circonstances-là? La misogynie, elle va nous dire c'est vraiment la branche d'application de la loi.
comment on punit, on sanctionne les jeunes filles ou les personnes qui entrent pas dans cette minorité de genre-là, comment on va les punir de ne pas correspondre au modèle de genre valorisé dans le groupe. Donc, notre objectif, si vous voulez connaître vous-même dans votre groupe en particulier, ou nous dans notre recherche, ce processus-là entre le sexisme et la misogynie, c'est d'aller découvrir chacune des définitions de genre, les justifications patriarcales, puis les formes de contrôle présentes dans le groupe pour bien comprendre l'impact que la culture patriarcale peut avoir sur les jeunes filles. Mann va nous dire dans son livre que les femmes, elles, offrent dans ces communautés-là des biens particuliers. Autre le fait d'avoir des enfants puis d'offrir de la sexualité à l'homme, elle va nous dire, elle offre des biens codés féminins comme l'attention, l'affection, l'admiration et la sympathie. Puis ces biens-là sont recherchés par les hommes. Les hommes, eux, ont des avantages puis des privilèges codés masculins. Donc, ils ont du pouvoir, ils ont du prestige, ils sont reconnus dans l'espace public, ils ont un rang, une réputation, on attribue un honneur à leur position sociale, ils sont respectés et en même temps, ils ont le droit d'accès aux femmes. Exactement. Toutefois, là, les femmes, elles, n'ont pas le droit de prendre les avantages et les privilèges qui sont codés masculins au risque d'être sanctionnés, toujours selon Mann. Donc, il faut aller voir, peut-être que dans certains groupes, il y a certains éléments qui sont accessibles aux femmes, puis il y a des groupes qui vont être plus conservateurs, puis là, il n'y a rien, il n'y a aucun avantage ou privilège codé masculin qui va être accessible aux femmes. Donc, c'est pour ça que nous, on vous donne des exemples dans la présentation d'aujourd'hui, mais il faut aller vraiment faire une étude de chacun des groupes avant de généraliser à une façon d'être particulière. Pour cette recherche ici, on a quand même choisi de suivre une méthodologie qualitative en regardant plutôt avec des entretiens narratifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, Presser va nous dire essentiellement que des entretiens narratifs, c'est pas seulement une raison pour quelqu'un peut, euh, repasser son récit de vie ou un élément particulier. Il y a plus que juste ça. Oui, ça aide, ça, mais ça peut aussi nous guider un peu en termes de chercheurs, un peu sur voir comment est-ce qu'il y a le comportement qui va suivre en raison de les situations du passé, ou comment est-ce que les allons se comporter, si vous voulez. Euh, une autre raison qu'on a quand même utilisé les entretiens narratifs, c'est parce que ça permet la chance à voir comment est-ce que la personne, oui, réagit à des situations, des choses comme ça. Mais Maruna va aussi nous dire que c'est pour faire face au passé d'une personne, puis pour aiguiser un récit convaincant pour le changement. Pour vraiment, la personne peut dire, ah ben, par exemple, moi, j'ai passé à travers ceci, voici mon maintenant, par exemple. Puis, pour nous autres, en grosse quantité, c'est ça. On veut comprendre comment est-ce que le genre a été vécu par les anciens membres des groupes sectaires pendant leur vie dans le groupe. Tu sais, comment est-ce que ça joue un plus gros rôle que juste demander une question bien simple de même? C'est mieux d'attendre de leurs mots. Exactement. On ne veut pas mettre des mots dans leur vécu, on veut les entendre. Exactement. C'est pour ça que parfois, on va utiliser la notion de victime, parfois, on va utiliser la notion de survivant dans l'histoire, Mhm. mais on essaie d'avoir un vocabulaire qui va redonner du pouvoir aux personnes que tu as rencontrées. Exactement. C'est qui sont les personnes qu'on a rencontrées? Mais on a fait 21 entretiens narratifs avec des membres canadiens des groupes sectaires. 13 de ces participants-là sont soit nés ou ont grandi au sein de la communauté. On veut dire que, tu sais, on joint à l'âge 2, 3, 4, 5 ans, si vous voulez, tu sais, l'âge pas adulte versus, comme on a mis, 8 participants ont rejoint un groupe à l'âge adulte. Dans ces personnes-là, on avait 15 personnes, participants qui étaient des femmes. On a 5 qui s'identifiaient comme des hommes. Et on avait une personne qui s'identifiait comme une personne non-binaire lors de l'entrevue. C'est quoi nos résultats? Ben, nos participants ont quand même eu
un côté quand même intéressant lorsque ça venu plutôt sur la représentation naturalisante du rôle des femmes et des hommes. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, Daphné l'explique vraiment bien dans sa citation. C'est comme un peu comme l'or, si vous voulez. Euh, Fait qu'elle dit, la complémentarité fait que les hommes ont été faits pour une chose, puis les femmes ont été faites pour une autre chose. Puis on a chacun notre place dans la société. Dans l'ordre de la vie, c'est les femmes qui sont faites pour faire des enfants et prendre soin des gens, et les hommes sont faits pour boucher du bois. Fait qu'on voit déjà là le côté un peu qu'on a vu un peu plus haut en termes de cette idée-là que l'homme est fait pour les choses plus physiques, en guillemets, puis les femmes sont responsables des enfants, de la famille. Fait, qu'est-ce que c'est être un homme dans les groupes sectaires patriarcaux, si vous voulez? Mais un homme, essentiellement, est à la capacité suisse, euh, d'être capable de s'affirmer en tout temps. Fait que c'est ça, être un homme. C'est ça qu'un homme devrait être capable de s'affirmer en tout temps avec sa famille, avec sa femme, n'importe qui. Ils sont aussi, c'est attendu de eux d'être capable d'imposer le contrôle et obtenir l'obéissance des femmes et des enfants. Puis aussi d'être masculin, si vous voulez, typique, on pourrait mettre en guillemets, masculin, comme qu'on a vu le continuum du genre vraiment à la limite masculin. Euh, L'homme doit aussi jouer un rôle en avoir le contrôle de sa femme et sa famille, mais aussi il y a un peu d'impulsivité qui vient à lui, associée à lui, qui peut être associée à lui. Fait qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, il peut être impulsif parfois, tu sais, quand on veut dire que être capable de contrôler ses conduites, tu sais, ou ses désirs sexuels, ou même son expression de colère. Dans une situation même, malgré le fait qu'il contrôle, ou si vous voulez, il contrôle la femme, pour lui, son contrôle sur lui-même est un peu moins serré, si vous voulez. C'est plutôt basé sur l'impulsivité, puis c'est plus vu comme correct, si vous voulez. En fait, hein, c'est vraiment typique des hommes que tu as rencontrés. Absolument. C'est l'idée qu'ils sont incapables, ils ont une sexualité, une fois mariés, qui est incontrôlable. Exactement, en tout temps. Puis même à l'adolescence, la seule vue d'une épaule pourrait déployer leur désir. Donc vraiment, sont pas, c'est accepté qu'ils ne sont pas capables de contrôler ce côté-là d'eux-mêmes. Absolument. Fait que nos participants ont dit un peu des choses variées. On a Hélène qui a dit, vers 10 ans, mon père était violent physiquement envers moi. Parce que lui, le leader, disait à mon père, tu peux pas te laisser parler comme ça par ta fille. Faut que tu l'adresses. Fait que déjà là, on voit ce genre de renforcement du contrôle pour que la fille, femme, son enfant obéisse. Puis qu'est-ce que la raison pourquoi? Ben, OK, on peut être violent physiquement pour un peu dresser ce contrôle-là. Olivier, lui, a dit, j'ai tellement grandi en tant que personne que j'ai eu l'impression de devenir un homme. Je me suis affirmée. Fait qu'on voit déjà là, Olivier associe le fait d'être un homme à affirmer, à s'affirmer, si vous voulez. Il peut être homme si il est capable de s'affirmer, son contrôle. Vincent va dire, tout le temps, c'est d'être viril, c'est d'être dur. Encore cette idée-là de, pour être homme, tu dois être dur, tu dois être viril, tu dois être capable tu dois être capable de essentiellement avoir le contrôle sur tout le monde d'autre. Comme on a mentionné un peu plus tôt, il y a aussi cette idée-là que l'impulsivité envers la colère peut jouer un rôle. Marco ici nous explique quand même une bonne situation, une bonne situation, c'est pas une bonne situation, je comprends, c'est pas ça que je veux dire. Quand même une situation quand même très importante à noter qui pousse notre point un peu. Il dit, c'est comme il aurait fallu que ma colère, qu'elle s'affirme là. Je l'ai encaissée, je l'encaissais. Puis elle éclatait à l'intérieur de ma famille quand on se retrouvait en petite famille dans notre chez-soi où on habitait.
c'est ça qui s'est passé. Je l'ai encaissé intérieurement et puis arrivé dans la famille, c'est là que ça sortait, sous forme de violence sur ma conjointe et mon fils. Fait qu'on voit encore une fois, lui, en tant qu'homme, est pas nécessairement capable de garder sa colère dans lui. C'est plutôt impulsif, si vous voulez. Puis la façon que ça sort, c'est en forme de violence, souvent envers ses enfants ou sa femme. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est une femme? Être une femme dans le groupe sectaire, si vous voulez. Mais un peu comme qu'on a mentionné, les composantes quand même très communes, c'est être une femme, c'est être une mère au foyer en préparant le souper, le dîner à la maison, si vous voulez. La femme est aussi expectée, attendue, d'être soumise à l'homme. C'est l'homme qui renforce tout, c'est l'homme, le, le crazy leader, si vous voulez. Tu sais. Puis encore une fois, pour les femmes, spécialement dans cette situation ici, c'est la loyauté aux hommes qui vient avant tous les mondes. Oui, c'est sûr, la loyauté au leader, c'est numéro un, mais après ça, comme je fais juste de mentionner, l'homme est un peu le quasi-leader. Il est le quasi-leader de la famille. Fait que la femme est attendue d'être loyale à l'homme, à son homme, si vous voulez. On a quelques exemples de être une mère. Vincent, lui, euh, il donne l'exemple de ma sœur, quand elle a fini par se marier, bien sûr, elle a tout de suite commencé à avoir des enfants. Il n'y a rien d'autre à faire pour une femme. Fait que déjà là, c'est quand même lourd comme citation. Johnny va nous dire, être une femme là-dedans, c'est d'être, tu vas être une mère, tu vas être une bonne au foyer, tu vas être serviteur de Dieu. Un peu comme qu'on fait juste de mentionner. Et Raphaël va nous dire, mon seul avenir, en fait, c'était de devenir mère. C'est tout. Tu apprends comme fille ce que ton devoir, ça va être d'être maman. Déjà à 10 ou 11 ans, je gardais 4-5 enfants en bas d'âge, puis je pouvais cuisiner déjà pour eux. On devient parent très rapidement, rapidement. Hein? Ça, c'est un élément surprenant de tes données, à quel point chacun des participants a une définition vraiment similaire de ce Oui, que c'est un homme et une femme. Puis même si les mots qu'ils utilisent changent, le sens reste le même. Une c'est ça. femme, dans la vie, elle doit être mère, puis le père, lui, il doit être rigide, d'imposer la norme. Euh, C'est quand même intéressant parce que, tu sais, les groupes sont tous complètement différents aussi. oui, Fait que avoir quand même les mêmes composantes, tu sais, communes, ça en dit quand même beaucoup sur le genre de groupe. oui. Aussi, comme on a mentionné, une femme, c'est attendu d'être soumise, si vous voulez. Fait, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, Brielle nous donne un super bon exemple. Je me rappelle, j'avais été dire à mon homme, mon fiancé, il y a une fille à l'école, je crois qu'elle m'aime. Je crois que j'ai un petit peu de feeling pour elle. J'ai dit à mon fiancé, on n'était pas mariés, puis ça n'a pas bien été. Il m'a dit, je ne veux pas que tu lui parles. Tu vas aller à l'école, tu lui dis, tu peux plus lui parler. Ça, c'est l'idée, un peu comme on a dit. Brielle, elle, n'a pas hésité à dire à son homme. C'était attendu, si vous voulez, pour elle à le dire automatiquement. Cette soumission-là est déjà innée dans elle, en raison de, OK, ben, quelque chose s'est passé, mais je dois le dire à mon homme. C'est pas la questionner, c'est pas dire, j'y dis-tu, j'y dis pas. C'est attendu, elle. Ouais, elle n'a pas hésité, Exactement. alors qu'elle n'était pas mariée avec, là. Oui. Aussi, ben, il y a des activités, veux pas, qui sont genrées d'un groupe. C'est pas juste la femme qui reste à la maison puis l'homme qui travaille, mais des activités aussi deviennent quand même genrées. Daphne va nous dire, c'est comme typiquement féminin. Puis tu sais, c'est très comme enforced, même avec les enfants. Tu sais, même dans les choix d'activités qu'on pouvait faire, c'était comme les filles voulaient vous allez apprendre à vous peigner les cheveux. C'est à la base quand même très féminin. On va pas nécessairement faire les hommes s'apprendre comment peigner ses cheveux. Ce qui a été intéressant avec les personnes on a rencontrées, c'est les femmes ont vraiment très peu abordé la question du travail à l'extérieur du groupe du tout, pendant leur temps, spécialement dans le groupe. Versus tous les hommes qu'on a rencontrés, ils ont quand même parlé des travaux ou le travail qu'ils faisaient dans le groupe. Que ce soit un emploi d'été, que ce soit un emploi dédié au groupe, qu'est-ce que ce soit. Les hommes ont tous parlé à ça versus les femmes
Le seul temps qu'ils ont vraiment parlé du travail, c'est une fois qu'ils ont sorti du groupe. Exact. Ça veut dire que même s'ils ne nous le disent pas directement, hein, les hommes sont perçus comme des pourvoyeurs. C'est eux qui amènent l'argent à la maison, tandis que la femme, elle reste dans le cocon du groupe. Mhm. Être une femme, c'est aussi cette loyauté-là envers les hommes, envers son homme, si vous voulez. Mais il y a aussi des effets que ça fait, spécialement si on parle de, tu sais, des familles qui viennent de ces groupes-là. Brielle va nous dire, puis plusieurs années après, j'ai eu une conversation avec ma mère, puis elle m'a avoué qu'elle savait qu'il y avait quelque chose à propos de cet homme-là qui n'était pas right, puis qu'il était violent. Ça m'a fait du mal, parce que je me dis, pourquoi vous m'avez poussé là-dedans? Puis là, Camille, elle va continuer. Euh, Camille, comme on précise, là, c'était une victime d'inceste. A dit, il fallait que je sorte de là. Puis ma mère, elle devait choisir entre son mari puis sa fille. Puis dans tous les cas, je me suis levée, puis j'ai dit, garde, tu n'auras pas besoin de choisir. C'est moi qui vais m'en aller. Fait que même en tant que femme, leur maman, si vous voulez, était obligée de choisir entre leur enfant et leur homme. Puis dans tous les cas, ils sont obligés, ne veulent pas, de choisir les hommes. Hein, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ces récits-là que tu as colligés, Céleste, c'est que les mères ne protègent pas leurs enfants selon la parole de leurs enfants. Oui, Donc, c'est un peu comme si ils ne pouvaient pas jouer leur rôle comme femme d'autorité parentale. exactement. Comme si ce rôle-là, c'est le rôle du père, c'est lui qui fait le choix. Euh, mais puis c'est un peu même comme si c'est la fille qui joue le rôle de parent ici parce Ju- qu'elle dit à sa mère, non, non, moi, je vais être l'adulte dans la situation, C'est je vais justement, quitter la maison. oui. Veux pas, le contrôle du corps féminin, c'est quelque chose ça a quand même apporté beaucoup dans nos participants. Euh, c'est toujours intéressant parce que c'est souvent lié au corps féminin et non le corps masculin. Daphné va nous dire, j'avais 13 ans. Je ne pouvais pas sortir dehors après 5 heures le soir. Je ne pouvais pas teindre mes cheveux. Je ne pouvais pas me dessiner dessus. J'étais en punition pendant des semaines parce que mon corps, c'est le temple de Dieu. Fait que déjà là, tu associes que le corps féminin, c'est comme le plus gros cadeau. C'est encore cette idée-là de pureté. Tu sais que tu peux pas dessiner sur ta peau proprement parce que sinon, t'es puni. Euh, Isabelle va nous dire pas d'épaule, pas de fesses, pas de zone exposée. Et la camisole que je portais n'avait pas de bretelles spaghetti. Les vêtements sont donc devenus un problème. Je dois être entièrement couverte. Fait que c'est aussi intéressant parce que Isabelle va quand même spécifier que pour elle, ça c'est, puis pour d'autres femmes dans ce groupe-là, c'est cette idée-là, mais l'homme n'est pas nécessairement associé à ces mêmes règlements-là, ce même contrôle-là envers le corps. C'est strictement souvent lié à la femme. Le mariage. Oh, OK, ouais. OK, excuse. Quand on parle du mariage, ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de nos entrevues. C'est le mariage vient en raison d'une condition, si vous voulez. C'est aussi une obligation pour beaucoup de personnes. Fait que, essentiellement, le mariage, n'importe quoi qui était en lien avec la sexualité hors mariage était mauvais. C'est sûr qu'on pense à c'est le sexe légitime, mais pour beaucoup de personnes, il associait même l'idée de être dans une chambre avec un homme ou une femme des opposés sexes, pas acceptable. Ils ne pouvaient pas se tenir la main seulement. Tu sais. Tout avait un air de sexualité si c'était pas en mariage. C'était tout vu comme mauvais. À l'adolescence, c'était encore pire parce que le sexe opposé était vu comme le danger. Ah ben là, tu sais, encore cette idée-là du contrôle. L'homme va peut-être pas pouvoir se contrôler. C'est la femme, tu sais, c'est à toi de contrôler ou, tu sais, c'est ta faute si l'homme n'est pas capable de se contrôler. Mais l'adolescence, c'est encore plus important parce que, tu sais, t'as pas l'âge à te marier. Fait que c'est un danger encore même plus élevé. Fait que pour des personnes, le mariage devient exactement ça, un choix contraint.
Mais OK, je veux être en relation, je veux des relations sexuelles. C'est quoi mon option? C'est se marier. Fait que Olivier et Vincent nous donnent deux super bons exemples par rapport à ça, spécialement envers le mariage. Mais Olivier va nous dire, et en même temps, il y avait aussi cette règle qui nous en fait peur avec. Un homme et une femme ne devraient pas être seuls dans un endroit, parce que personne ne nous rend responsables et qu'on se laisse entraîner dans la tentation et tout le reste. C'était profondément ancré en chacun de nous. Nous avions toute peur de cela parce que nous avions l'impression que notre foi était en jeu et que ce serait une erreur qui nous ferait faire naufrage. Fait que déjà là, vous voyez comment est-ce que cette idée-là de on ne peut pas les laisser être toutes seules ou c'est à la faute de leur foi. Tu c'est pas juste leur personne, leur foi devient un problème dans ce cas-là. Fait que Parce que le coût, écoute, il faut c'est faire le énorme. paradis, le coût est énorme, là. C'est ça. Fait que c'est le plus gros coup à voir. Fait que mieux de ne pas faire ça du tout, si vous voulez. sais. Vincent nous dit, je pense que la fille la plus jeune en dessous de moi avait 7 ans de moins que moi, 8 ans de moins. Et bien sûr, il ne fallait pas épouser quelqu'un de la même famille. Donc, c'était comme si on se disait, ah ben, c'est comme un mariage arrangé. Nous avons donc tous les deux grandi en nous disant que c'était la personne qu'on allait épouser. Fait encore cette idée-là de même si qu'il va nous dire c'est pas nécessairement arrangé à la base, veux pas c'est arrangé parce que tu t'attends toute ta vie que tu vas marier cette personne-là dès que c'est approprié et âge approprié, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans la citation de Vincent, c'est que lui, il ne se questionne pas là, sur sa situation-là. Même après qu'il soit sorti, il ne Oui, voit pas ça comme anormal. pas Ils du m'ont tout. proposé de se marier avec cette fille-là. Je savais que c'était pour être ça. Mhm. Mais il ne va pas avoir un œil de dire c'était donc bien fou cette pratique-là, ça pouvait être de la violence, on contrôlait mes relations. Jamais il s'est posé cette question-là. C'est ça. Le mariage aussi, oui, on a mentionné que ça pouvait être un mariage forcé, mais pour la grande majorité des participants, si pas tous les participants qui ont parlé d'un peu d'un mariage, ils n'ont jamais dit que j'étais dans un mariage forcé. Ils n'ont jamais utilisé ces mots-là. C'était tout le temps proche de ça, mais pas nécessairement. Puis Brielle nous le dit exactement. J'ai rencontré un homme à l'église. J'avais 17 ans, puis à 18 ans, on était mariés. Puis je ne veux pas dire que c'était un mariage forcé, mais c'était borderline forcé. Puis la réalité, c'est que pour Brielle, c'était un mariage forcé parce que c'était attendu d'elle de marier cet homme-là. Euh, Et, Malgré les circonstances, malgré les choses apprises qu'elle a appris plus tard, que l'homme n'était pas le meilleur, si vous voulez. puis en Euh, plus, au moment de son mariage, ses parents ils ont dit si tu te maries pas, on te met à la porte. c'est ça. Donc, c'était la rue ou le mariage. C'est ça. Fait que de cette raison-là, pourquoi que ça pourrait pas être appelé un mariage forcé, tu sais. Exact. Adèle va nous dire, on a commencé la polyvalente ensemble, fait que 10 ans, 17 ans. Fait que mon père n'était pas content parce qu'on était trop jeunes. Fallait pas fréquenter un gars quand tu étais trop jeune. Mon père, un soir, nous avait arrêté de nous voir. Fait que déjà là, tu sais, c'était encore cette idée-là de, oh ben, t'es trop jeune, tu sais, l'impulsivité peut arriver, puis ça va être la faute à Adèle. Même si ça serait peut-être, si ça aurait été le garçon qui aurait pris la première étape. C'est encore cette idée-là de vous êtes trop jeune. Et d'où le rôle du père là, qui s'assure de la pureté de sa fille là, dans l'histoire ici, même si Adèle ne nous le dit pas directement. Là. C'est ça. Aussi, la sexualité comme telle joue un rôle envers la peur, si vous voulez. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est la sexualité, oui, a été jouée en termes d'un côté de contrôle, de, tu sais, si vous êtes ensemble, si vous vous tenez la main avant que vous vous mariez, des choses comme ça, c'est votre foi est brisée, puis ça. Mais cette peur-là peut être aussi continuelle jusqu'à temps que le groupe, que tu décides de sortir du groupe, si vous voulez. Puis Brielle a un super bon exemple avec ça. Elle dit, ah, cette fille-ci n'a pas écouté Dieu, elle a quitté la religion, elle a couché avec un homme et il lui a donné le sida. C'était tout le temps des extrêmes de mal. Quand tu sors de la religion, tu vas te faire battre, te faire abuser, tomber dans la drogue, attraper le sida. Fait qu'on voit que
la sexualité, là, déjà là, est mauvaise. Mais ça va à l'extrême de, tu sais, tu peux avoir une maladie comme le sida, qui est, veux pas, une des choses le pire. Parce que, tu sais, tu ne suis pas le groupe. Nikki va nous dire, j'aurais préféré graviter et traîner avec les hommes. Mais c'était en quelque sorte hyper sexualisé, comme si le simple fait d'établir un contact visuel était sexuel. Fait que dans le cas de Nikki, elle était dans le groupe, mais ces rôles-là genrés, ces activités-là genrées sont tellement renforcées que, si tu veux pas, si tu t'identifies comme femme, puis t'aimerais bien de, tu sais, t'approcher d'un homme pour faire des activités plus masculines, mais c'est vu immédiatement comme mauvais. Tu sais, c'est comme qu'elle spécifie. C'est juste l'idée de se regarder dans les yeux, c'était vu comme sexuel. C'est vraiment intéressant. Donc, progressivement, c'est drôle, on leur enseigne la peur du sexe opposé, Oui, mais en même temps, une fois qu'ils sont mariés, là, ils ne devraient plus avoir peur. Mais on leur enseigne tout au long de leur enfance puis leur adolescence, là, écoute, tu le regardes, c'est sexualisé, là. Donc, c'est un peu contradictoire comme construction. bon, absolument. Euh, Quand on regarde l'ensemble des récits que Céleste a colligés dans son mémoire, bien, on voit qu'il y a un continuum de violence qu'on a observé. Si vous vous souvenez, la définition de Becknack, on n'a pas trouvé toutes les formes de violence dans les groupes, mais on en a trouvé particulièrement deux formes vraiment importantes. Donc, c'est la violence sur les femmes et les filles. Elle était principalement utilisée pour assurer la conformité. Donc, tu dois respecter la norme. Donc, ça, c'est pour, disons, pour s'assurer que la fille respecte la norme. Des fois, ça peut être juste des paroles. Ça peut être de l'insistance, un petit peu de harcèlement. Pour punir la déviance. Donc là, la déviance, la sanction peut augmenter en intensité. On peut utiliser la violence physique. Mhm. On va contrôler le corps des femmes là, pour pas qu'elles corrompent tous ces jeunes hommes-là. Là. Puis, la violence, elle est utilisée parce que dans le groupe, c'est permis, c'est toléré. Il n'y a pas beaucoup de réaction à la violence qui est manifestée par les hommes. Donc, ça veut dire quoi? C'est quel type de comportement qu'on observe? Des commentaires pour l'humilier, de la violence physique, du harcèlement, l'atteinte à l'intégrité physique, comme le mariage forcé, parce que s'ils sont contraints, les jeunes femmes, à marier certains hommes, ben, on peut penser que la sexualité qu'ils ont entre eux pourrait être considérée comme de l'agression sexuelle si elles ne sont pas consentantes. Absolument. On a observé de la violence sexuelle commise par des autorités religieuses, par des parents, donc l'inceste, l'agression sexuelle dans le couple, puis de la coercition sexuelle par des leaders. Mhm. Euh, on vous donne deux citations ici. Par exemple, Daphné, tu sais, l'homme a comme l'autorité sur sa famille, là. Fait que c'est comme de la violence conjugale. C'est comme pas encouragé, mais c'est toléré, c'est très toléré. Ma mère, je ne l'ai jamais vue avec des bleus ou les mains cassées, mais mentalement, elle a été battue. Donc, on voit que pour les femmes, là, ça, ce n'est que deux citations parmi plusieurs. Pour les femmes, il y a un élément de normalité à la violence qui est perpétrée envers d'autres femmes dans la communauté. C'est Absolument. presque quelque chose qui va arriver à s'attendre, qu'elles ne seront pas surprises. On ne peut pas dire que c'était dans tous les groupes systématiquement utilisées, mais elles avaient tous été témoins de certaines formes de violence. Absolument. L'autre forme de violence, c'est les violences contre les membres qui ne se conforment pas à la définition naturalisante de genre, donc les membres des communautés du LGBTQIA+, mais aussi, à l'autre extrême, ça pourrait être les hommes qui ne sont pas suffisamment masculins, qui ne représentent pas l'idéal de genre. Donc, si vous voulez, eux, ils vivent une pression constante à la conversion vers le genre. Donc, on a vu en aucun temps on a eu des membres qui nous ont dit qu'ils ont dû assister à des thérapies de conversion. Toutefois, les femmes lesbiennes qui se sont dit lesbiennes, que Céleste a rencontrées, puis une personne non binaire, a dit qu'il y avait beaucoup de pression dans le groupe, une pression constante pour aller vers la conformité de genre. Donc, comme de la violence psychologique, il y avait de l'homophobie, de la transphobie, et on disait,
Oui. Comment que les homosexuels, l'homosexualité, c'était mauvais. Euh, pour certains membres, ça a entraîné une homophobie internalisée, donc une haine de soi-même. Mais vous imaginez, si constamment on dit que c'est mauvais, il en arrive à se percevoir comme une personne mauvaise. Mhm. Ça va avoir pour impact d'imposer silence sur leurs désirs et leur attirance. Donc, il y a des gens qui vont se reconnaître comme gays ou lesbiennes tôt dans leur vie, mais ils ne le diront pas. Ouais. L'imposition des activités de genre, une fille, ça fait ça, tu dois faire ça, tu es une fille biologiquement. Le mariage forcé, donc par exemple, prenons une femme lesbienne qui est obligée de se marier puis d'avoir des enfants avec un homme Mhm. et l'agression sexuelle. Donc, voici le témoignage d'Adèle et de Nikki. Je savais que j'étais gay quand j'étais jeune, puis je ne voulais pas me marier non plus, mais je n'avais pas le droit d'être gay. Fait que fallait que je me marie. Quand j'étais jeune, j'étais plus attirée par les filles. Puis j'aimais être avec les garçons, mais c'était mauvais pour le groupe. Fait que je gardais ça pour moi. Fait que mon ancien conjoint, comme je l'ai quand même aimé pareil, là, j'ai eu des enfants avec, mais quand même, je savais que je n'étais pas attirée par les hommes. Comme chercheur, je trouve excessivement violent Ouais. le fait qu'on lui ait imposé le mariage. Oui. Puis en même temps, je trouve ça excessivement triste qu'elle nous décrive la violence qu'elle a vécue en des termes aussi peu violents. Ouais. Euh, donc, ça nous donne une idée à quel point euh, on leur impose la norme dans le groupe, là. Voici Nikki. Nikki qui, elle, au moment des entrevues, au moment qu'elle a vécu dans le groupe, elle se percevait comme une personne non-binaire. Elle avait une identité queer. Oui. Donc, lors d'une réunion, j'ai été citée en exemple comme quelqu'un qui était devenu hétérosexuel. Il brisait intentionnellement mon identité de LGBTQ. Elle nous dit, je m'accroche à l'espoir qu'au fond d'eux-mêmes, ils m'acceptent toujours ou que je suis peut-être devenue hétérosexuelle. Puis là, elle a vécu une histoire de violence. Peut-être que j'ai été attaquée parce que je suis différente et que si je peux vraiment m'assimiler à la culture hétéronormative, alors peut-être que je serais plus en sécurité et plus heureux, comme ils me le disent. Rendez-vous compte à quel point, donc on le voit bien, là, la pression constante à se confirmer au genre, puis Absolument. la violence avec laquelle on va l'imposer, là, elle l'a dit, il brisait intentionnellement mon identité. Donc ça, c'est excessivement violent, là. Absolument. C'est fort. Oui, tout à fait. Et naturellement, Céleste, toi, tu as rencontré moins d'hommes que de femmes. Donc, certains hommes ne correspondaient pas à cet idéal de masculinité-là. Oui. Donc, on leur mettait beaucoup de pression pour utiliser la violence dans leur famille, Ça. même si eux, c'était pas un comportement qu'ils désiraient, mais être masculin, c'est contrôler sa famille. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est les hommes qui vont recourir à la violence. Les époux, les pères, les figures d'autorité religieuse, l'ensemble des hommes de la communauté, même s'ils ne le veulent pas. C'est pour ça que dans certains groupes, les hommes, quand ils vont sortir, il faut aussi les considérer comme des victimes de la pression groupale parce qu'ils vont peut-être avoir recours à la violence, même s'ils ne le voulaient pas, parce que leur identité était infiniment liée à l'expression de cette violence-là dans le groupe, ou du moins la capacité à soumettre les femmes à leur contrôle. Les femmes, elles sont témoins de cette violence-là. Ouais. Puis donc, mais elles sont aussi contraintes à l'inaction, l'observer sans réagir. Ça va entraîner que chez certaines femmes, lorsqu'elles vont sortir, ça va entraîner un sentiment de culpabilité vraiment important, hein, que leur inaction, en fait, a été une participation à la violence parce qu'elles ne l'ont pas arrêtée. On va regarder le discours de Brielle et Adèle. Si tu as un comportement de rébellion, là, les hommes en position d'autorité, des hommes, ils m'assisaient là. On voulait juste te dire que ta jupe était un peu trop courte aujourd'hui. Tu vas faire préjuger ton frère, ben, les hommes du groupe.
les autres hommes du groupe te regardent, puis ils trouvent que ta jupe est trop courte et qu'ils commencent à avoir des idées sexuelles à propos de toi, c'est ta faute. C'est de la faute à la femme qui a porté sa jupe trop courte. C'est vraiment, vraiment présent, ce discours. Hein? La responsabilisation de la femme C'est ça. sur les agressions qui vont être perpétrées par les hommes. Hein, ça, on appelle ça de l'empathie, Oui. c'est-à-dire la sympathie qu'on va avoir face à l'agresseur. On va lui donner des excuses. Puis, comme dans le cas ici, on va responsabiliser la femme. Adèle, elle va nous dire, puis là, tout d'un coup, mes parents travaillaient, puis là, j'entendais cogner à la porte deux messieurs, deux membres du groupe qui arrivent, puis qui disent, Adèle, on peut-tu te parler une minute? Puis bien, moi, j'étais comme mes parents ne sont pas ici, ça ne prendra pas longtemps. Ils ont commencé à me parler à propos de lui. Ils me demandaient des questions personnelles, comme si on se faisait des attouchements. Donc, Adèle elle avait côtoyé un adolescent. Puis Ouais. là, ces hommes-là sont venus faire enquête à la maison. Hein, deux hommes d'âge mûr qui viennent poser des questions à une adolescente sur son comportement sexuel. Ça aussi, c'est une forme de violence à caractère sexuel, là, Oui. sur son intimité en l'absence de ses parents. On voit aussi le discours de Camille vous avez vu tantôt, qui a été victime d'inceste. Quand mon père était à la police, il braillait, puis il braillait. Je l'ai pris dans mes bras, puis je lui ai dit, je te pardonne. Mais le reste, je ne l'ai pas dit. J'oublie pas les agressions. C'était vrai que je l'ai vu brailler, puis tout le monde braillait. Puis moi, j'ai été le voir, puis l'ai pris dans mes bras, puis je lui ai pardonné. Mais dans le fond, c'était pas pardonné pour de vrai, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu me demandes aujourd'hui, je ne le sais pas. Pour me faire du bien? Non, j'ai aucune idée. On voit dans ce passage-là, hein, qu'elle a, si vous voulez, agi le concept d'empathie. Absolument. Hein? Alors que c'est elle, la victime, la survivante, qui a été victime des abus de son père, Ouais. c'est elle qui lui dit qu'il console, Quand je qu'il te pardonne. pardonne, Ouais. alors qu'il est arrêté au poste de police. Pour moi, c'est incompréhensible, mais c'est vraiment euh, la citation qui illustre le mieux cette empathie-là, la sympathie qu'on va enseigner dans les groupes communautés patriarcales, de dire, non, non, l'homme, on va excuser son usage de la violence, la responsabilité tombe sous le joug des femmes. Ouais. Donc, il y a une citation. Donc, mon père m'a dit que oui, il était de nature comme ça, mais c'était moi qui avais provoqué cette rage parce que moi, j'y tenais tête. Donc, hein, si ça ne lui avait pas tenu tête, il n'aurait pas été violent. C'est ça. Hein? Mhm. Encore l'empathie. C'est Ouais. elle la responsable. C'est Donc, on la va constamment, hein, c'est un discours répété, c'est la femme qui est responsable des conduites de l'homme. Ouais. Oh, excuse. Non, non. Je pensais qu'ils nous ont manqué. C'est de ma faute, ça. Fait avec les personnes qu'on a rencontrées, on a quand même vu une longue, je ne vais pas dire une longue liste, mais quand même une grosse liste importante des effets que ces violences genrées-là ont eu sur les personnes. Vous avez vu, c'est des hommes comme que c'est les femmes, comme que c'est des personnes qui ont joué à l'âge adulte. Tu sais, leur parcours est complètement différent, mais ça reste ensemble qu'ils ont quand même beaucoup des mêmes effets. Fait que, tu sais, il y a un sentiment de peur constant. On l'avait avec Brielle. On a un sentiment de culpabilité envers certaines choses qui n'ont pas tenu euh, au genre typique. Tu sais. Ils ont vécu des expériences d'un secret. Souvent, si c'est des personnes qui s'identifiaient comme lesbiennes, bisexuelles ou quoi que ce soit, des expériences sont faites d'un secret pour s'assurer que personne ne le sait. L'anxiété, quelque chose de très commun qu'on a vu. La normalisation de la violence, on l'a quand même vu un peu à dire que, tu sais, oh ben mon père, par exemple, oh mon père me frappait parce que j'écoutais pas ou quelque chose comme ça. Tu sais, des choses qui étaient pour eux vues comme normales, mais quelqu'un qui fait soit pas partie du groupe ou quelqu'un à l'extérieur ne voit pas ça nécessairement comme normal. On a aussi la invisibilité de la violence. Pour certaines, c'est soit invisibilité ou même minimiser la violence. Oh, ben, tu sais, il m'a poussé, ben, il m'a pas poussé dur. Ou il m'a frappé, il m'a pas frappé dur. Il voulait pas nécessairement dire ça. Cette idée-là de
cette violence-là n'est pas importante versus la réalité, c'est quand même très important que ça a quand même, ça les a affectés. Tu sais, veux Oui. pas. Par, Euh, in- par invisibilité, Céleste aussi, on peut penser à Adèle qui se marie. oui, Elle ne décrit pas son mariage comme quelque chose de violent. non. Donc, Puis, tu sais, elle n'a pas les mots pour ça. Elle n'utilise pas ces mots-là. c'est ça. Puis, veux pas avec Adèle, c'est quand même une personne qui s'identifiait comme lesbienne. Oui, Puis, a marié un homme, tu sais, oui, un homme cisgenre. Fait que c'est sûr, cette invisibilité-là joue encore même après toutes ces années-ci qu'elle a partie du groupe. oui. Aussi, la dépression, ça a été répété à plusieurs fois envers les effets du temps d'avoir parti du groupe. Les pensées suicidaires, puis même une difficulté d'intégration hors du groupe parce qu'ils ne sont pas capables nécessairement de s'affirmer envers leur identité parce que leur identité de genre, si vous voulez, ça a quand même été caché pour beaucoup de personnes. Leur vraisemblable côté d'eux-mêmes était caché pendant le groupe. Fait qu'ils sont pas nécessairement capables de s'intégrer si facilement que ça euh, hors du groupe. Pensons aussi à certains hommes qui voient leur expérience dans le groupe comme ayant empêché certaines expériences sexuelles. Oui, Donc, ils vont se dire, ben, moi, je n'ai pas appris à comment flirter avec une fille. Donc, ils vont avoir perdu des expériences qui, pour eux, c'est perçu qu'ils ont une difficulté d'entrer en relation avec des femmes après leur sortie du groupe. mhm, Donc, ces définitions de genre ont des effets importants sur leur vie après le groupe. oui. Fait un des exemples que Brielle nous fait parler, j'expectais tout le temps des groupes humains. J'avais peur comme que j'avais peur de dater, j'avais peur de coucher avec des hommes, peur de tout. Mais on voit cette peur constante-là que une fois qu'elle a sorti, c'est pas nécessairement que... Oui, c'est sûr qu'elle avait peur prendre un groupe, mais cette peur-là était constante et la suit. Tu sais, comme on avait parlé un peu plus tôt avec les exemples, l'idée de, ah, ben, tu sors du groupe, ben, cette femme ici peut avoir le sida. Ben, cette peur du sida-là, par exemple, a suivi Brielle, même une fois qu'elle a sorti. Elle avait peur de coucher avec des hommes, elle avait peur d'être avec un homme, elle avait peur de dater. Cette peur-là devient encore toujours constante. Ce qu'on comprend donc, c'est que cette idée-là que les hommes doivent avoir la capacité à contrôler les femmes, à imposer la soumission des femmes. Inversement, les hommes ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas contrôler leur pulsion sexuelle puis leur violence. Ça, c'était constant. Puis ça ressemble à ce que les écrits scientifiques nous disaient des communautés patriarcales. On a retrouvé la même chose dans le discours des participants. Puis les femmes se sont dit, nous, on doit respecter les normes de genre renforcées par les hommes. Puis ça a entraîné quoi? Une hypervigilance, comme si les femmes étaient toujours aux aguets de la norme à laquelle ils devaient respecter. Euh, Certaines d'entre elles se sont même décrites comme déviantes parce qu'il y avait tellement de normes à respecter ils se percevaient comme toujours défiantes d'une norme ou d'une autre. La responsabilisation des femmes dans les conduites des hommes, puis l'absence de secret. Donc, il ne pouvait pas garder des secrets envers les hommes avec lesquels il était en relation, ce qui fait qu'il ressentait une peur constante puis une culpabilité importante. Ce qu'on voit aussi, c'est que la préparation genrée à la vie adulte a des conséquences sur les membres au moment de leur sortie. Ça veut dire quoi? La femme, elle, est perçue comme allant à la maison, puis l'homme est pourvoyeur, mais dans tous les cas, les gens ne se dirigent pas vers des études universitaires ou vers des professions rémunératrices. Donc, quand ils sortent du groupe, ça peut avoir des conséquences parce que ça va les préparer à une vie précaire, particulièrement lorsqu'ils ont eu plusieurs enfants dans le groupe, puis ils doivent se séparer ensuite. Il faut les faire vivre, ces enfants-là, hors de la communauté. Oui, absolument. Leur réinsertion dans la société peut avoir un impact différent selon la scolarisation qu'ils vont avoir eu aussi à l'intérieur du groupe. Plus leur scolarisation va avoir été fermée puis tournée vers le religieux, plus ils vont rencontrer des difficultés à la sortie du groupe. Ça peut les emmener à vivre de la précarité économique à court, moyen et long terme parce que
Si les femmes n'ont pas acquis de profession ou d'expérience professionnelle à l'extérieur de la communauté avant de sortir, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à se trouver un travail à Mhm. la sortie du groupe. Les personnes des communautés de SLGBTIA+, euh, même s'il y a une absence de camps de conversion ou d'écoles ou de thérapie de conversion, on voit qu'ils sont exposés à une pression constante au respect des normes de genre. Donc, la conversion, je dirais, elle est constante dans le groupe. Mhm. Elle est au quotidien. Hein, en rappelant constamment que l'homosexualité, c'est mauvais, ça a un impact sur leur vie là, dès leur plus tendre enfance. Ça va avoir comme conséquence qu'ils vont vivre dans le silence, certains vont d'abord avoir la haine de soi, qu'ils vont devoir déconstruire par la suite dans leur vie. Puis, finalement, ça va avoir pour impact d'invisibiliser la violence qui va être criminelle ou non, qu'ils vont avoir subie. Parce que la violence, ça va être vu comme normal. Hein, Mhm. on l'a vu, ben, c'est normal que je me marie à 17 ans euh, parce que je veux avoir de la sexualité ou c'est tellement dangereux, la sexualité, que je suis mieux de me marier tôt dans ma vie. Ou de toute façon, tout le monde s'attend à ça de moi dans le groupe. Donc, alors que c'est pas normal qu'une jeune fille se marie à 14, 15, 16 ou 17 ans, là, puis commence à avoir des enfants tout de suite après. Il va y avoir aussi une minimisation de la violence subite. Ben, c'était pas un mariage forcé. Euh, ah, mais c'était pas de sa faute. Euh, ben, même la code vestimentaire imposée n'est pas vue comme si grave que ça. Mhm. Euh, ça va faire en sorte qu'on va les déposséder progressivement de leur propre pouvoir sur leur choix vestimentaire, sur leur choix d'avec qui ils peuvent avoir des relations amicales, amoureuses, et pour certains, ils vont vraiment souffrir après la sortie du groupe. Ouais. Pour certains enfants, ça va entraîner une absence de protection parce que les mères ne pourront pas les protéger parce qu'elles doivent respecter leur époux. Puis quand c'est le père qui impose la violence physique ou sexuelle, la mère ne peut pas protéger son enfant parce que dans le groupe, elle doit d'abord soumission à son époux. C'est ça. Euh, certains participants, même après leur sortie, ont même de la difficulté à utiliser des notions comme victime, comme survivant, ou même comme violence, Mhm. agression. Donc, même s'ils nous décrivent des situations que nous, on peut juger comme étant de l'agression, eux ne sont pas encore capables de mettre des mots sur ces expériences-là qui étaient décrites tout à fait comme étant normales dans la communauté. Absolument. Donc, il y a un travail qui est à faire là pour aider les anciens membres à reconnaître, s'ils le souhaitent, hein, on ne leur impose pas ça, reconnaître ces épisodes-là dans leur vie pour qu'ils arrivent par la suite à trouver de l'aide. Qu'est-ce que notre conclusion par rapport à tout ça, si vous voulez? Ben, pour nous autres, on a quand même 3 points qu'on aimerait de souligner. On a besoin d'un soutien pour vraiment pour ben, les membres, si vous voulez, les anciens membres, pas nous. Euh, ils ont besoin d'un soutien pour vraiment déconstruire la socialisation du genre apprise dans les groupes. Fait que, tu sais, reconnaître que oui, essentiellement, c'est pas juste noir et blanc, tu sais, le genre. Il peut y avoir ce continuum-là. Tu sais, t'es pas nécessairement man enough ou female enough parce que tu ne veux pas te peigner les yeux ou tu veux pas travailler de la construction. C'est, c'est quand même important parce qu'on a vu avec beaucoup d'exemples, ça quand même a continué à les suivre une fois qu'ils ont sorti du groupe. Tu sais, veux pas. On aimerait aussi qu'il y ait d'autres soutiens économiques et psychologiques accessibles, spécialement à la sortie de leur groupe. C'est quand même quelque chose qu'on a vu dans beaucoup des entrevues. Euh, un soutien où les personnes un peu savent quoi faire, quoi dire, parce que les personnes qui sortent du groupe sont un peu, ils savent pas où aller. Euh, Spécialement si qui sortent du groupe toute seule, ça fait les choses encore plus difficiles pour les anciens membres un peu à se situer, soit en termes de logement
ou emploi, puis ça. Fait que si on peut créer un genre de soutien économique et psychologique qui est quand même accessible, où ils peuvent le trouver facilement, c'est quand même très important aussi. Puis aussi, juste former des professionnels. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans les participants. Euh, les participants parlaient beaucoup que c'était une chose d'essayer de trouver des professionnels, mais c'était une autre chose d'avoir des professionnels qui un peu comprenaient leur situation d'être dans des euh, groupes sectaires. Puis pour beaucoup des personnes, ils n'ont pas nécessairement cette personne-là qui peuvent s'associer à, qui connaît les, quand même, les composantes de qu'est-ce qui est dans un groupe sectaire, comme on a parlé là-bas au début de la présentation. Fait que si qu'on peut trouver une façon de créer une formation pour les professionnels, ça aiderait non seulement les professionnels, mais ça aiderait aussi les anciens membres. Ben, on vous attend pour répondre à vos questions dans le webinaire. Puis, si vous avez préféré nous écrire pour qu'on réponde à vos questions, pour aborder d'autres thématiques, ben, n'hésitez pas. Mhm. Voici nos courriels. Ça nous a fait plaisir de vous présenter les résultats des travaux des Célestes. Puis, on se retrouve après dans quelques minutes. Merci.